Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mercredi, journée des enfants, on est ravis de vous retrouver, ça tombe bien. On espère que vous allez apprendre des choses, on espère que on va vous faire, en tout cas, traiter l'actualité de façon intéressante, que vous allez pouvoir nous nourrir aussi en nous appelant au 0826 300 300, c'est les voix jusqu'à 19h. Avec Philippe David, ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile et vous? Oui, ça va très bien. Oui, on est bien, on est content, on est bien. On est très très bien. Allez, au sommaire de cette émission, on va aller un petit peu vite ce soir. Pensez-vous que votre emploi puisse être menacé par l'intelligence artificielle? 300 millions d'emplois dans le monde seraient menacés par l'intelligence artificielle dans les prochaines années, selon Jeffrey Hinton, le fondateur de l'IA, qui a récemment quitté Google pour alerter justement sur les dangers de cette technologie qui représenterait, selon lui, de profonds risques pour la société et l'humanité. Et sa mise en garde va même plus loin. Jeffrey Hinton invite les scientifiques à ne pas faire monter en puissance l'IA avant de savoir s'ils sont capables de la contrôler. Un avertissement qui résonne avec les propos du grand patron d'IBM, qui a déclaré que 30% des employés administratifs du géant informatique américain pourraient facilement être remplacés par l'IA. Est-ce que vous avez peur pour votre emploi? Vous pensez qu'il est vraiment menacé? Vous avez même peur que l'emploi disparaisse ou quasi disparaisse, puisqu'avec l'IA, on va pouvoir tout faire ou presque? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et pour l'instant, est-ce que vous pensez que votre emploi puisse être menacé par l'intelligence artificielle? Vous dites oui à 62%, en tout cas ceux qui votent sur notre compte Twitter Sud Radio. Et faut-il simplifier l'usage du référendum? À 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Les sages rendent aujourd'hui leur décision. C'est imminent sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée sous la réforme des retraites. Les députés ne se font pas d'illusions et pour cause. Voilà, inscrit dans la Constitution depuis 2008, ce dispositif complexe et contraint par le temps n'a jamais abouti. Un cadeau empoisonné, comme le définissent certains, Philippe. Oui, peut-être parce que pour être validé par le Conseil constitutionnel, la demande doit comporter une véritable réforme. Alors, qu'est-ce qu'une véritable réforme? Vaste programme. Alors, est-ce que pour vous, il faut faciliter l'usage du référendum? On rappelle que le dernier référendum en France, ça date un peu. Ça fait juste la bagatelle de 18 ans. Ça fera 18 ans le 29 mai. D'ailleurs, les parlementaires se sont après assis dessus. La preuve que c'est peut-être pas la peine de faire des référendums pour pas suivre ce que disent les électeurs après. Ou est-ce que vous voulez revenir à l'origine de la 5e République sous le général de Gaulle, où on avait des référendums très fréquemment? Dans tous les cas de figure, le numéro de téléphone est le même. Comme tous les soirs entre 17h et 19h, le 0826 300 300. Et à la question, faut-il simplifier l'usage du référendum? Vous dites oui, un grand oui à 92%. Continuez de commenter. Et 0826 300 300. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et notre tour de table ce soir, ce sont nos amis. Philippe Bilger en proms, j'ai envie de dire. Bonsoir Philippe Bilger, comment ça va? Très bien, ma chère Cécile. Bienvenue pour cette soirée avec nos amis Olivier d'Artigol, hein, vous savez, qui est là tous les mercredis, éditorialiste politique. Ça veut dire que j'ai envie d'être vendredi quand je dis vendredi, quand c'est mercredi? C'est pas bon signe. Mercredi, bonsoir. Oui. Ça les embellit, il faut être juste. Oui, moi, j'y pense avec bonheur. Et je ne savais pas que j'aurais la chance de revoir François. Et ben voilà, François Pupponi est avec nous, ancien député, ancien maire de Sarcelles et auteur de La Gauche en perdition des séditions du Cerf, qui est pour l'instant en vente et ça se passe plutôt très bien. Il paraît, oui. Ouais, il paraît. On est content? Oui, très bien. L'éditeur aussi, donc c'est important. Très bien. Il y a plusieurs couleurs de pensée dans le studio, mais on est tous habillés en bleu aujourd'hui, vous avez remarqué? C'est ça. C'est parce que le soleil revient. Vous avez raison de rappeler qu'il y a plusieurs couleurs de pensée. C'est ça. Pour certains, un quotidien. Vous avez compris. Ça s'appelle des petits messages subliminaux. Et pour la suite, lisez le billet sur le blog du procureur. Où je parle un petit peu de nous, bien sûr, et puis de la matinale, et puis de Berkoff, et puis de Jean-Jacques Bourdin. Voilà, et de Radio en général. Voilà, mais surtout la confusion délibérée de Libération qui considère que toute la tonalité de Sud Radio est à la couleur d'André Berkoff, que par ailleurs on peut apprécier. Absolument. Mais bref, pardon de recommencer le bel éloge de Françoise de Gois hier. Ouais, on sait qui est votre modèle maintenant. Je lui ai jamais dénié un grand talent. Voilà, c'est bien de le dire puisque chacun de vous a la possibilité de s'exprimer en tout cas sur Sud Radio et bien sûr dans le respect forcément des uns et des autres. Donc 0826 300 300 comme Anthony qui nous appelle de Paris. Bonsoir Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir, bienvenue Anthony. Merci beaucoup. Écoutez, comme vous le dites, je m'appelle
m'appelle Anthony, je travaille dans le 78, je suis commercial dans l'automobile. très bien. Très bien. Vous vendez des voitures neuves Neuve et d'occasion. et vous en donnez à des animateurs, non? Oui, bien sûr. Moyennant finance. Il est bon, Anthony. Il est bien essayé, bien tenté. Et notre chanson du jour, écoutez. Lequel de Vitek? Ah ouais. Et vous savez pourquoi? Georges Moustaki. Non. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. C'est mon message. Il aurait eu 89 ans aujourd'hui. Vous aimez Georges Moustaki, Anthony? Pardon, excusez-moi. Vous aimez Georges Moustaki? On entendait le Mété qui fête ses 80 ans. Il aurait fêté. Enfin, j'aime, c'est un grand mot, mais je connais. Voilà. C'est pas sa génération. Moi, c'est pareil. Hein, j'ai surtout connu la réputation du séducteur plus que celle du chanteur. D'accord. Moi j'adorais Moustaki. Ah ouais? Moustaki. Ouais. D'être mon côté Bob Pas Bacoul. seulement le métèque. Non, j'ai d'être mon côté Bob Bacoul quand j'étais plus jeune, peut-être. Il y a des photos? C'est bien lui, je passe ma vie en... Tu sais... je vais pas passer ma mort. Non, nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Je pourrais m'adresser d'emblée. Mais bien sûr, à la mémoire de cette émission. Le Google incarné et charnu. Ouais, le problème, c'est qu'il retient bien ce qu'il a envie de retenir, Philippe David. C'est ça son problème. Allez, tout de suite, le réquisiteur. Ça va bien en début d'émission. Vendredi, le réquisiteur. Oh, laissez-moi tranquille. Je suis une petite sieste, je reviens dans 2 minutes. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger veut requérir contre ceux qui choisissent un métier en totale naïveté. Oui, alors je pensais par exemple à la magistrature où j'ai parfois été étonné de constater que des magistrats découvraient au bout de quelques années qu'ils n'étaient pas faits pour un métier parce qu'ils le découvraient dur, difficile, douloureux, tragique parfois et que évidemment ils étaient confrontés à des arbitrages qui les mettaient mal à l'aise. Mais ils pouvaient le prévoir d'emblée. Et je viens à mon réquisitoire direct, j'ai lu hier que les étudiants vétérinaires qui savent évidemment qu'ils vont devoir soigner et malheureusement parfois faire du mal à des animaux, exigent dorénavant qu'il y ait des cellules de soutien pour les, comment dirais-je, consoler du travail qu'ils vont devoir faire. J'ai toujours trouvé que cette mode des cellules de soutien était grotesque. On les prépare même avant l'épreuve elle-même. Mais en ce qui concerne les étudiants vétérinaires, je trouve que c'est très révélateur d'une manière un peu peureuse, frileuse, dont on choisit les métiers et dont très rapidement on en devient insatisfait. Une petite réflexion. Mais vous parlez de quelques individus ou le phénomène est massif? C'est des étudiants. François Pupponi, un mot? Non, moi je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Ah non, mais ça c'est c'est pour réagir à Philippe Bilger. Merci d'attacher une importance démesurée à ce que vient de dire. Non, mais je partage. On est quand même dans... parce que j'ai été traumatisé par ces... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon demande une cellule de soutien psychologique? Je pense qu'il en aurait besoin. Non, mais c'est vrai qu'on est dans un monde un peu particulier où les gens veulent un emploi. Ouais. Mais considèrent que cet emploi est compliqué, difficile et qu'il faut qu'on les accompagne. Voilà. Et c'est un peu une nouvelle génération qui est comme ça. C'est-à-dire que globalement, on n'accepte plus les contraintes d'une manière générale. Et dès qu'il y en a, on considère que la société est responsable et qu'elle doit vous accompagner. Bon. Ouais. Effectivement, ça, quand on s'engage à faire des études vétérinaires, si on ne veut pas faire mal aux animaux et si on veut être accompagné, on fait autre chose, quoi. Mais aujourd'hui, tous les employeurs disent la même chose. Ils ne trouvent plus de gens qui sont capables de se dévouer pour leur métier. Et ça, c'est inquiétant pour le monde économique de demain, quoi. On ne supporte plus, pardon Olivier, les métiers à vocation. Ouais. Et ça, même les médecins, ça devient... Est-ce qu'on peut relativiser un peu et dézoomer? Vous parlez de cas qui existent, mais moi je suis entouré d'une jeune génération, de ma famille ou des amis, où je vois des jeunes passionnés par leur étude, passionnés par les premiers pas dans la vie professionnelle, qui s'investissent pleinement, totalement.
Avec verrez, ça va l'agnac, changer. comme on dit dans le Ça sud-ouest, existe, ça existe aussi. Ça va changer, vous allez voir. Non. Vous allez voir, ça va changer. 0826 300 300, vous restez avec nous jusqu'à 19h. Vous pouvez bien entendu commenter dès que vous voulez. Vous appelez, bam, on vous ouvre l'antenne. On va revenir sur les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Et puis on reviendra sur l'intelligence artificielle. Pensez-vous que vos emplois puissent être menacés par cette intelligence artificielle? Vous dites oui à 61%. On a envie de vous entendre là-dessus. À tout de suite et on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et largement bien entouré ce soir avec Philippe Bilger, avec François Pupponi, avec Olivier D'Artigol. Il y a beaucoup de garçons là. Oui. Heureusement que je suis là. oui, pour ça, redresser c'est un clair. petit peu la barre. Oui, Hein, c'est ça. Ah, et puis ils aiment mettre la baguette, là, Ouais. ça se voit. Ah, ils Philippe aiment ça. Bilger, il aime On ça. aime qu'il y ait une femme. Oui, c'est ça. Franchement, Ah, j'aime bien il y cette en a phrase. une deuxième d'ailleurs pas loin. mais- Absolument, absolument. Et si vous voulez bien sûr nous contacter, 0826 300 300, ce numéro de téléphone est le vôtre. Et tout de suite, Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Bonsoir tout le Mathieu. monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont drone, justice et revers. Attaque de drone au-dessus du Kremlin. La justice accuse l'Ukraine d'avoir voulu faire assassiner Vladimir Poutine la nuit dernière. Une mise en scène russe, rétorque Kiev. Une justice plus rapide. La promesse d'Éric Dupond-Moretti. On va embaucher en 5 ans plus de magistrats que ces 20 dernières années, assure le garde des Sceaux. Et puis le revers du drapeau européen pour les députés macronistes. Ils voulaient le rendre obligatoire sur les mairies. Proposition rejetée tout à l'heure en commission. Les vraies voix Sud Radio. Un drone intercepté dans une gerbe de flammes quelques mètres avant de s'écraser sur les toitures du Kremlin. Des images non authentifiées circulent sur les réseaux sociaux. La Russie, en tout cas, accuse l'Ukraine d'avoir voulu faire assassiner son président Vladimir Poutine la nuit dernière avec une attaque de 2 drones. Le Kremlin se réserve le droit de riposter, indique une agence de presse russe. Accusation aussitôt démentie à Kiev. De tels propos, une telle mise en scène de la Russie ne servent qu'à justifier une future attaque terroriste d'ampleur en Ukraine, répond un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie indique en tout cas maintenir son défilé militaire à Moscou le 9 mai. Quant à la mairie de la capitale russe, la mairie de Moscou, elle indique interdire désormais tout survol de drones. Une information qui, tient au passage, devrait rassurer ce VRP de la charcuterie sartoise à Moscou. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Je le dis parce que cette idée que parce que j'ai été Premier ministre, je n'ai plus le droit d'avoir quelque activité professionnelle que ce soit, ça n'est pas pour moi acceptable. François Fillon, auditionné hier à l'Assemblée nationale sur ses liens avec la Russie et sur sa présence au sein du conseil d'administration d'entreprises russes jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. L'ancien Premier ministre a même lancé, je le cite, des ingérences étrangères. Oui, j'en ai rencontré, mais elles venaient d'un pays ami et allié, les États-Unis. J'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA, l'agence de sécurité américaine. Réaction, les vraies voix. Il y a un propos, s'il l'a bien tenu, de François Fillon qui m'a un peu choqué lorsqu'il a dit ma situation professionnelle ne regarde que moi. Si on suivait ce raisonnement que je trouve un peu aberrant, on aurait le droit de faire n'importe quoi, alors que je trouve qu'un certain nombre de métiers en France ne sont pas assez contrôlés dans leur activité et que lorsqu'ils le sont théoriquement, le contrôle est de pure forme. Là, il faudrait que François Fillon... comment dirais-je, il a une attitude qui explique pourquoi, après une brillante primaire, il a échoué après. Ah, ben ça, c'est. Je pense qu'il a il a un peu d'aigreur. On l'a ressenti d'ailleurs dans l'audition d'hier, il a un peu d'aigreur, il a très mal vécu cette primaire, le sentiment d'avoir été trahi par son camp, même s'il a été en partie responsable de ce qui lui arrivait. Et que maintenant, ce qu'il dit un peu, c'est je fais ce que je veux, j'ai plus de compte à vous rendre, et donc voilà, venez pas entre guillemets m'embêter, j'ai assez payé, parce que bon, il a douloureusement vécu, je pense, tout ce qui lui est arrivé. Et donc oui, hier, il était avec beaucoup d'aigreur dans sa manière de faire, et ne comprenant pas qu'on puisse encore une fois venir lui donner des comptes. Il a arrêté la politique, il essaie de gagner sa vie, il le fait. Et il dit, je fais ce que je veux et ça ne nous concerne plus. Bon, c'est peut-être un peu maladroit pour un ancien Premier ministre, parce que c'est vrai que quand on a été responsable politique, les gens attendent qu'on continue à avoir une certaine manière de faire, mais
quand il y a une telle rupture entre la personne et le monde politique, ben après, il réagit lui comme il peut aussi, quoi. Olivier D'Artigol. Je suis d'accord avec l'analyse de François. Certainement, le fait de retrouver le Parlement, une commission, ça a dû raviver peut-être des douleurs, réouvrir des cicatrices. Bien sûr que la vie politique est une activité parfois violente et qu'il a eu des épreuves. Oui, bon, mais je trouve que la pénibilité des métiers, c'est pas la politique où la pénibilité est la plus élevée. Bon, il faut aussi on s'engage sur dans ce domaine-là. Non, mais c'est pas violent physiquement, c'est violent émotionnellement. Bien sûr. Bon, il a eu son lot en effet de moments douloureux, mais j'ai trouvé qu'il y avait une forme de désinvolture, de légèreté dans certains passages de son audition, et un ancien Premier ministre qui a été 5 ans à Matignon, qui a été donc dépositaire de données sensibles, d'informations, doit d'abord respecter davantage que ce qu'il a fait le Parlement, et la nature de ses activités dans les années qui suivent sont quand même un sujet. Bien sûr qu'il peut travailler, il n'est pas frappé d'interdiction de travail, mais la nature de son activité peut être questionnée. Je peux juste vous dire que ça me fait penser à quelque chose que je viens de dire. C'est aussi le problème du statut de l'élu et du responsable politique. C'est que quand ça s'arrête, et qu'on a fait une carrière politique relativement longue, on a acquis des compétences, on a acquis de l'expérience. Mais rien n'est prévu. Moi, je connais des gens qui étaient députés, qui ont été élus en 2017, ils pensaient que ça allait durer toujours, ils ont vendu leur boîte, ils ont arrêté, en 2022, ils se retrouvent avec rien. Bon. Donc la sortie de la vie politique, elle est parfois... Et quand on a fait de la politique, on a des compétences, et la facilité, entre guillemets, c'est d'aller vendre ses compétences. Bien sûr. Et il y a des gens qui acceptent de venir vous recruter pour vos compétences. Et si on continue aussi à venir chercher les politiques après en disant mais attendez, on n'est pas content de ce que vous faites après, vraiment vous dites mais si ce sont des relations qui ont été acquises durant ces mandats, là ça pose un problème. Mais malheureusement, c'est souvent le cas. Mais d'ailleurs, rien n'est prévu pour après aussi. Je suis un peu dans l'ambiguïté. D'ailleurs, est-ce qu'il a dit situation professionnelle ou ma situation personnelle? Professionnelle, c'est exact. Donc. Allez. Venons-en à ce baromètre des politiques prioritaires du gouvernement. Oui, il était fier à la sortie du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, tout à l'heure, Olivier Véran, présentait le nouveau gadget de la communication ministérielle. Chacun de nos concitoyens peut se connecter sur le site gouvernement.fr et y suivre l'état d'avancement des 4 chantiers prioritaires de la feuille de route présentée la semaine dernière par la Première ministre. Olivier Véran qui a ensuite laissé la place à son collègue Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux venait de présenter en Conseil des ministres son projet de loi pour une justice plus rapide. Objectif 10 000 embauches, dont 1 500 magistrats ces 5 prochaines années. Il faut dire qu'il y a urgence. Il y a un an, des milliers de magistrats clamaient leur souffrance dans une tribune, tandis que les États généraux de la justice avaient conclu à la lenteur chronique de la justice due à un état de délabrement avancé. Le garde des Sceaux donc annonce une augmentation du budget de la justice de 21% d'ici la fin du quinquennat. Quand on a ce budget gravé dans le marbre, comment fait-on pour, pardon pour ce verbe, trouver ces 1500 magistrats? Où va-t-on les chercher? On va les chercher chez les autres professionnels du droit. Avocats, huissiers de justice, greffiers, professeurs de droit. On va ouvrir et élargir les passerelles permettant d'aller vers la magistrature. Le projet de loi permettra aussi au gouvernement de simplifier par ordonnance le code de procédure pénale, un outil devenu illisible selon le garde des Sceaux. Le chantier qualifié de titanesque va s'échelonner jusqu'à l'année prochaine. Autre chantier, développer le règlement à l'amiable des conflits au civil. Comment ne pas faire réagir Philippe Bilger? Je trouve qu'il y a des avancées et des augmentations indéniables dans tous les sens du terme, et je trouve que la responsabilité des magistrats qui va être examiné est un sujet fondamental, je trouve. Alors ensuite, il peut y avoir des critiques de la part de syndicats de magistrats, mais pour ma part, je trouverais dommage qu'on déplore le fait que le ministre Éric Dupond-Moretti soutient à peu près l'inverse de ce qu'il a plaidé comme avocat brillant qu'il était aux assises. J'avoue que c'est une forme d'ironie du destin qui me plaît beaucoup. Malheureusement, on ne peut pas vous faire réagir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Autre sujet. Quand les députés macronistes se prennent les pieds dans le drapeau européen. Et oui, l'occasion de remettre l'ode à la joie pour faire plaisir à Philippe David.
Eh oui, car on vous en parlait hier, les députés du groupe Renaissance entendaient rendre obligatoire le drapeau européen sur les mairies aux côtés de celui de la France. Eh bien, la proposition a été rejetée tout à l'heure en commission des lois. Enfin, plus exactement, la France Insoumise, comme le Rassemblement National, ont voté des amendements de suppression du texte où comment la mesure censée irriter les oppositions s'est retournée contre ses auteurs. Ici, Thomas Ménager du RN criant victoire à la sortie. Cette loi qui était absolument futile, qui ne réglait pas les problèmes des Français, était portée par la majorité macroniste, par les députés Renaissance. Ils préfèrent se concentrer sur des symboles qui en plus sont totalement contraires à nos valeurs. Nous sommes élus de la République, nous sommes sous les drapeaux tricolores et non sous le diktat de l'Union européenne, de la Commission que nous combattons. Alors ça c'est le RN, mais même le MoDem s'était interrogé sur une mesure pas raccord avec les préoccupations des Français. Merci beaucoup Félix Mathieu. Moi je suis affligé parce que le problème du groupe majoritaire, c'est qu'il croit qu'il est encore majoritaire seul. Et il ne l'est pas. Il ne l'est plus. Voilà. Et donc, dans une période aussi complexe où on sort du débat sur la proposition de loi, enfin, la loi sur la retraite. La retraite. Où il y aura le vote du texte Lyotte le 8 juin. Oui. Où il n'y a pas de majorité, où la Première ministre le jour a dit je retire le texte immigration parce que je n'ai pas de majorité. Ils sortent des propositions de loi qui sont complètement déconnectées des réalités pour se faire plaisir, pour dire j'ai fait voter un texte, voilà, et ils se font battre. Et un texte comme ça, vous ne le présentez que si vous êtes sûr qu'il passe. Sinon, vous n'y allez pas. Mais ça veut dire négocier avec les autres groupes. Et comme ils en sont, enfin, pour bien les connaître, alors, ils en sont pour la plupart incapables. Ils pensent que parce que c'est une bonne idée selon eux, les gens vont être tous convaincus. Malheureusement, c'est plus comme ça. C'est fou qu'ils ne passent pas tout de même, François. C'est fou qu'ils ne soient pas passés. On y va les amis, on est en retard. On est en retard, pardon. 300 millions d'emplois dans le monde seraient menacés selon l'un des anciens patrons de l'IA, de l'intelligence artificielle de Google. Est-ce que vous pensez que votre métier ou votre emploi peut être menacé? Vous dites oui à 56%, on en parle dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300, c'est le seul numéro qu'il faut connaître et composer sans modération. Je vous le dis tout de suite. Avec nous aujourd'hui Olivier d'Artigol. Avec nous aujourd'hui François de Rugy, j'allais dire. Pupponi, décidément. Entre les Philippe et les François, moi je m'y perds. Et Philippe Bilger, bien entendu, est avec vous. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je n'ai pas compris. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Pouvez-vous répéter? Il nous faudra travailler plus longtemps. Quoi? Comment? Et partir à la retraite plus tard. Je ne comprends pas votre demande. Je ne comprends pas votre demande. Votre demande. La base virale VPS a été mise à jour. Erreur système. La base virale. Erreur système. La base virale VPS. Erreur système. Erreur système. Il y a des gens qui travaillent ici. Panneau. Bravo à Bastien, notre réalisateur, que Benoît prend quelques jours de vacances pour cette excellente jingle. 300 millions d'emplois dans le monde seraient menacés par l'intelligence artificielle dans les prochaines années, selon Geoffrey Hinton, le fondateur de l'IA, qui a récemment quitté Google pour alerter justement sur les dangers de cette technologie qui représenterait, selon lui, de profonds risques pour la société et l'humanité en tout entier. Et sa mise en garde va plus loin, puisqu'il invite les scientifiques à ne pas faire monter en puissance l'IA avant de savoir s'ils sont capables de la contrôler. Un avertissement qui résonne avec les propos du patron d'IBM, qui a déclaré que 30% des employés administratifs du géant informatique américain pourraient facilement être remplacés par l'IA. Alors est-ce que vous avez peur que votre emploi soit menacé par l'IA? Est-ce que vous pensez que non, le vôtre est intouchable? Puisque par exemple vous avez un métier non automatisable, on va pas envoyer l'IA faire de la plomberie par exemple, au moins a priori. Venez nous le dire dans tous les cas de figure au 0826 300 300. Et pour en parler, Jean-Gabriel Ganassia est avec nous, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne Université et chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous comme à chaque fois, nos intelligences non artificielles, Philippe Bilger. Je vais essayer de le démontrer. Ça va être compliqué. Non mais Cécile, le hasard fait que pour pallier mon ignorance ces derniers temps, j'ai entendu
vanter l'intelligence artificielle par des exemples très significatifs tout de même qui m'ont tout à fait intéressé. Et comme je ne suis pas un pessimiste sur tous les plans, notamment dans les domaines que je ne maîtrise pas, et donc je suis très admiratif des avancées scientifiques. Mais c'est pour cela que tout à l'heure, j'aimerais que notre invité me dise si mon optimisme est totalement naïf, qui consisterait à dire c'est une avancée indiscutable qui va peut-être nous débarrasser des tâches utilitaires communes, banales, et qui permettra à l'intelligence humaine naturelle, comme vous le dites très bien Cécile, de prospérer, de s'occuper de l'essentiel. Donc je suis plutôt optimiste au regard de la question que pose Sud Radio, et malgré l'avis de ce spécialiste qui lui est tout de même extrêmement catastrophique. Oui, François Pupponi. Dans l'histoire de l'humanité, et en particulier depuis le 19e siècle, il n'y a pas une avancée technologique qui n'entraîne pas une modification complète du monde économique et des pertes d'emplois avec des créations d'autres d'un côté, mais des pertes d'emplois. Bon. La théorie de Schumpeter de la destruction créatrice. Complètement. Mais sur en particulier ChatGPT, parce que c'est ça dont on parle beaucoup actuellement, pour tout ce qui est post-administratif, il y a un vrai risque. Moi, je m'y intéresse maintenant de plus en plus. J'étais encore hier avec des employeurs. Bon, oui, ChatGPT, vous demandez un rapport sur n'importe quel sujet, il vous le sort en 2 minutes, alors que vous aviez avant 3 personnes qui passaient 8 jours à le rédiger. Voilà, donc, bien entendu que dans certaines entreprises... Alors, la vraie question, c'est est-ce que le rapport qui est fait par l'intelligence artificielle, il est au fond aussi important et aussi complet que celui fait par la recherche humaine. Alors, ça va très très vite. Enfin, on arrive avec ChatGPT, on fait des choses exceptionnelles. Bon. Enfin, l'intelligence va chercher dans tout le référentiel partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas. L'autre jour, on me citait un exemple, un spécialiste de ça me disait un exemple, il avait demandé une communication, enfin un débat sur un sujet très technique entre un Basque qui parle basque et un français. La GPT a sorti le dialogue entre les deux en basque. Il a demandé à un basque de lire, il a dit mais c'est un basque exceptionnel. Voilà. Donc ça fait des trucs exceptionnels. Mais la vraie question, c'est au fond, quand on va lire ce rapport, est-ce qu'on sera encore capable d'avoir un côté très de contradiction avec ce qui est écrit? Parce que l'être humain, il a aussi cette capacité d'aller interroger. Voilà. Mais effectivement, ça va permettre à des entreprises de faire des gains de productivité exceptionnels. Après le basque, la parole est au Béarnais. Je remarque que François Pupponi a dit que l'intelligence artificielle pouvait le faire pour le basque, mais pour l'instant, il n'a pas parlé du Corse. Mais j'ai pas essayé. Je note. Comme quoi, ce serait là l'intelligence. Parce que je veux savoir quel Corse il parle en plus. Le sous-texte, c'est que là, l'intelligence ne peut pas. Elle est là. Alors, deux sujets. Le premier, c'est que, bien évidemment, c'est une question vertigineuse. Mais j'ai le sentiment, comme pour d'autres sujets, que le débat politique, le débat public est assez pauvre. On regarde des tribunes qu'on voit passer, des analyses, des expertises qui sont déjà très avancées. On a du mal à en faire une question discutée, instruite dans le débat public et médiatique. C'est dommage, c'est très bien de le mettre à l'ordre du jour des vraies voix. Et moi, j'ai tout un doute sur le fait que nous maintenions l'idée d'une intelligence. C'est pour ça que je suis attentif à ce que dira notre expert là-dessus. Il y a en effet des potentialités exponentielles, comme j'ai dit, vertigineuses, mais de là à en faire une intelligence, il y a là un débat quasiment philosophique ou anthropologique passionnant. On va poser la question à Jean-Gabriel Ganassia. Est-ce que l'intelligence artificielle est incontrôlable? Parce que c'est la vraie question aujourd'hui. Et il a constaté que l'intelligence des vraies voix n'avait rien d'artificiel. C'est ça, absolument. Et qu'elle était limitée. Pour certains. Alors, je vous remercie de m'inviter tout d'abord. Avec plaisir. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous et de répondre à vos différentes questions. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle est incontrôlable, comme le prétendent un certain nombre d'hommes d'affaires? Il faut se souvenir que le moratoire qui propose un arrêt des recherches dans l'intelligence artificielle a été signé entre autres par Elon Musk, par Steve Wozniak, le cofondateur de la société Apple, par Tallinn, qui est le cofondateur de la société Skype, et par un certain nombre de scientifiques, mais qui sont un peu coutumiers du fait, qui ont déjà signé beaucoup de moratoires. Et il nous explique qu'elle est dangereuse, qu'on va avoir affaire à des esprits artificiels, que ça pose un problème pour
l'humanité, pour l'histoire de la vie sur Terre. Alors je trouve que c'est tout à fait excessif, hein, parce que effectivement nous avons avec ChatGPT, comme vous l'avez rappelé, des robots bavards qui s'expriment comme des perroquets. Alors est-ce qu'on doit avoir peur de ChatGPT? Oui, parce que on peut avoir peur de machines qui disent des bêtises, hein, mais ce sont des menteurs patentés. Hein, et je veux dire que si dans les administrations, on se met à faire écrire les rapports par ChatGPT, alors soit c'est parce qu'on se fait une idée assez effroyable de ce que sont les compétences des administrations, soit parce que, bien sûr, on n'a aucune idée de ce qui se produit vraiment. Hein. Ces rapports, ils disent des choses qui sont totalement fausses. Hein. Ils sont capables d'anticiper les mots à partir des mots précédents, et donc ils vont nous donner le mot le plus convenable. Mais ce mot le plus convenable, ce n'est absolument pas le mot qui est le plus pertinent, le mot qui est le plus vrai. Alors, je crois que il faut, à partir de ça, donc, d'une part, souligner les progrès considérables qui ont été réalisés ces dernières années en intelligence artificielle et le caractère étonnant de ces machines qui nous parlent, qui font des discours dans lesquels il n'y a pas de faute de syntaxe, mais en même temps souligner toutes les erreurs. Ce qui est étonnant, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on considère ChatGPT un peu comme un oracle. Et j'entends très souvent des personnes qui, dans une discussion, nous disent « Ah ben on a demandé à ChatGPT. On a donner sa langue, non plus au chat, mais donner sa langue au ChatGPT. Ou au chat GPT. Voilà. Mais c'est un chat qui dit énormément de bêtises. Alors, ensuite, la question que vous avez posée, et je la trouve très très intéressante, posait sur l'intelligence. L'intelligence artificielle a pour but de simuler un certain nombre de fonctions cognitives, comme par exemple la perception, le raisonnement, la mémoire, l'apprentissage. Et cette discipline qui est née il y a 65 ans a fait des progrès considérables. Et ensuite, ces simulations peuvent être utilisées dans différentes technologies. Ce qui fait que sur votre téléphone portable, vous pouvez avoir une reconnaissance faciale, vous pouvez dicter des messages. Vous avez l'équivalent d'un script dans l'Antiquité. Virgile n'écrivait pas à la main, mais il dictait. Vous pouvez maintenant dicter à votre machine, ce qui est assez extraordinaire. Vous avez d'ailleurs sur certains logiciels la possibilité de souligner en temps réel. Pour les personnes qui sont malentendantes, elles peuvent voir exactement ce qui a été dit. Et peut-être que d'ici quelques temps, on aura une traduction automatique et donc on pourra avoir l'Union européenne qui va réellement se faire, parce que on pourra écouter les discours des hommes politiques des autres pays et, alors, même si on ne comprend pas la langue, avoir la traduction automatique. Alors la question que vous posiez, que moi je trouve très intéressante, c'est sur l'intelligence, parce que le terme est éminemment polysémique. Il a plusieurs significations. Donc, le premier sens d'intelligence, c'est l'esprit. Alors, est-ce que les machines, avec l'intelligence artificielle, vont avoir un esprit? Alors, je risque de vous décevoir, mais non, c'est totalement absurde. On n'a pas de machine qui ait une volonté propre. Pour le dire autrement, Pascal, qui est un peu notre ancêtre à tous en tant qu'informaticien, puisqu'il est à l'origine de la première calculette, a et le temps de réfléchir sur son invention, et il a dit, elle fait des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux, mais, et c'est ce mec qui est important, elle n'a pas de volonté comme les animaux. Mais on peut dire la même chose des ordinateurs aujourd'hui, ils font des effets qui vont plus proches de la pensée que tout ce que font, j'ose à peine le dire, les hommes, mais ils n'ont pas de volonté comme les hommes. Donc ça, c'est la première définition, et bien sûr, les machines n'ont pas d'esprit. Mais en revanche, il y a une deuxième définition, et l'ingéniosité. Est-ce que les machines sont ingénieuses? Alors ça, c'est une question ouverte. Et puis, il y a une troisième définition qui est l'ensemble, et c'est la définition en psychologie, l'ensemble des facultés cognitives, et c'est ça que modélise l'intelligence artificielle avec des succès extraordinaires. Jean-Gabriel Guénassia, le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Avec Anthony qui est avec nous. Anthony, vous vouliez réagir? Oui, bonsoir. Du coup, pour répondre à la question, est-ce que l'intelligence artificielle menace nos emplois? Certainement oui, à très haute échelle, mais c'est surtout que je pense qu'elle menace nos modes de vie, parce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est laisser un petit peu tout à chaque... la machine prendre le dessus sur l'humain, et on le voit déjà dès maintenant avec les élèves qui se servent d'un chat GPT pour faire un devoir. Donc on ne sait même plus en fait. On est dirigé par les algorithmes aussi, c'est ça? Déjà complètement, mais surtout au-delà de ça, je pense que maintenant, ça devient vraiment le chemin naturel pour tous les jeunes qui arrivent. Et puis ça nivelle encore par le bas, parce que plus personne n'a envie de faire d'efforts.
Mais ça veut dire, je vais faire réagir les vraies voix, ça veut dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Là, on nous dit sur les réseaux sociaux, Jackie Bordage nous dit, les robots peintres, les robots soudeurs, enfin, il y a plein de métiers qui vont aujourd'hui disparaître. Ça va faire ce que disait François Pupponi, naître beaucoup d'autres métiers. Mais aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui sont voués à disparaître, ce que disait Laurent Alexandre. Les soudeurs, ça fait 40 ans que ça a disparu, on l'a dit. Je peux poser une question. Allez-y. Pardon, monsieur le professeur, de faire redescendre votre brillante intervention sur le plan d'une intelligence malheureusement beaucoup trop naturelle. Est-ce que ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le fait que avec cette modernité, nous serions débarrassés des tâches accessoires, subsidiaires, sans utilité véritable, pour pouvoir nous consacrer, même dans les métiers qu'évoque à l'instant Cécile, à des activités plus nobles, rattachées à ces activités que nous n'aurions plus à accomplir. Est-ce que c'est absurde de ma part ou est-ce que ça peut être un progrès? C'est pas du tout absurde de votre part. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un grand progrès. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle est à la clé d'une transformation de nos sociétés, d'une transformation du travail. Alors, ces transformations, ça veut dire qu'un certain nombre de tâches vont être exécutées par les machines. Mais les métiers ne se résument pas, sauf dans des cas très particuliers, à une seule tâche. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable d'apprivoiser ces mécanismes pour les donner, pour les utiliser. C'est une aide. Et bien sûr, ça demande une formation à ces outils d'intelligence artificielle. Donc il y a des transformations majeures, mais ces transformations ne sont pas des suppressions des métiers. François, une question. De plus en plus d'universités et dans certains pays, y compris européens, on interdit ChatGPT en particulier, à l'université par exemple, en disant non, il faut que les étudiants soient capables de penser par eux-mêmes et ils ne vont pas nous sortir des devoirs faits par... Quel est votre avis là-dessus ? Alors, mon avis, il est double. C'est que d'un côté, je trouve que l'interdiction est un peu vaine parce que les étudiants pourront toujours les utiliser. Mais en même temps, ce qui est assez triste, c'est que les étudiants aient envie de tricher et de les utiliser. Normalement, la vocation de l'université, c'est d'apprendre. Et donc, si aujourd'hui, on en est réduit à cette interdiction, ça donne une image assez négative de ce que sont les institutions d'enseignement supérieur. Et donc, ChatGPT, c'est un miroir en creux de la société, et je crois qu'il faudrait en profiter pour se poser des questions justement sur les finalités de l'enseignement. Et 0826 300 300, Ludovic qui voulait réagir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vraies voix. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Moi, je voulais en effet réagir en tant qu'informaticien. Je connais un peu le métier, si je puis dire, et j'ai toujours considéré l'informatique comme un service de l'homme et non un remplacement de l'être humain. Alors, l'intelligence artificielle, c'est bien beau. On voit quand même, en effet, il y a eu des destructions d'emplois, mais il faut avant tout élever, ça a été un peu dit par vos vraies voix, il faut savoir élever l'enfant ou l'élève au niveau de la réflexion, et ça passe par l'instruction. Il faut savoir aussi éveiller des vocations. Il y a des métiers qui ne vont pas disparaître, donc il faut éveiller les vocations en ce sens. Et il faut savoir éveiller les vocations vers des nouveaux métiers qui sachent utiliser, en effet, ces nouvelles technologies. Voilà. Après, j'espère qu'on n'en arrivera pas de la science-fiction comme Terminator ou les robots. Je vous rassure que non. Et c'est vrai, juste petit mot pour dire que, par exemple, sur les médecins, ça aidera certainement au diagnostic, mais ça ne remplacera pas les médecins. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Gabriel Ganassia, d'avoir été avec nous pour cette parole intelligente, justement, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne Université. Si je suis me permettre pour terminer, il faut savoir que derrière les machines, il y a des hommes, et ce dont il faut se métier, ce sont des hommes et pas des machines. Bien sûr, très bien. D'accord. Merci mille fois. Vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu, le Kikadi Show. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h, 0826 300 300, c'est le seul numéro qu'il faut faire, et pour jouer à un moment donné aussi au quiz de l'actu, ça tombe bien, c'est maintenant.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, hein. Il y a de l'amitié artificielle, parce qu'ils s'aimaient, ils ne s'aimeront plus pendant 3 minutes. Règlement de compte au Quai Coral. Là, ça va être très très chaud avec Philippe Bilger, avec François Pupponi et avec Olivier D'Artigol et notre ami Anthony qui est avec nous. Et Anthony, c'est à vous de choisir votre adversaire ce soir. Eh ben, ce sera François Pupponi. Oh, dites donc. Il fait un petit peu la moue avec sa bouche quand même. Non, j'apprécie. Comme ça. Donc, je sens notre auditeur très courageux, c'est bien. Attention, toute la Corse est derrière François Pupponi, faites attention. Mon cher Anthony, vous habitez où, Anthony ? J'habite à Plaisir, dans le 78. Oh, très bien. Plaisir, la ville préférée de Philippe David. Question, qui qu'a dit ? Première question. Qui qu'a dit « Je suis une personne privée depuis 2010 » Fillon. Bah voilà. Alors, le plus rapide, c'est Olivier D'Artigol. Donc, ça fait finis. 2 points. Si j'ai envie de vendre des rayettes sur la place rouge, je vendrai des rayettes sur la place rouge. Et François Fillon, effectivement. Qui a gagné ? Anthony, 2-0, grâce à Olivier D'Artigol. Question, qui qu'a dit ? Qui a dit « Le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles » Macron. Non. Borne. Bonne réponse de François Pupponi. À l'Assemblée nationale. Non, mais j'ai pas entendu. Non, mais j'ai pas fait. Non, François. Mais François, 2 partout, balle au centre. Bravo. Question, qui a dit ? Qui a dit du référendum d'initiative partagée ? C'est une voie sans issue. Vous avez cité le nom tout à l'heure. Mais c'était off. Non, c'était off qu'il a cité le nom. Mais je sais. Si je vous dis motion de censure. Poncher ? Non. Le groupe L'autre. Olivier Faure ? Non. L'autre. Mélenchon ? Non. Du groupe Lyot. 2%. Bonne réponse. Là, il a été un tout petit peu plus rapide. Charles, 2% du groupe Lyot, bien entendu, qui a balancé la motion de censure. 4-2. Question, qui a dit ? Qui a dit, en parlant des 100 jours d'Emmanuel Macron, d'action d'Emmanuel Macron, qui a dit, le 14 juillet. Mélenchon. Bonne réponse, là il a été un poil plus rapide. Attendez la fin pour les gens qui nous écoutent. Le 14 juillet, nous apprendrons la signification du mot insurrection. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Non. Oh, écoutez, on n'est pas là pour commenter, on est là pour jouer. Alors qu'il y avait 6 maheureuses personnes. Faites le loup. Il y avait 6 maheureuses personnes à la Bastille. Allez, question Kikadi, question suivante. Kikadi, les Insoumis font la courte échelle au Rassemblement National. Macron. Là, c'est François qui était un poil plus rapide. Les factieux nourrissent les factions. Ils sont bons. Il y a l'alerte relèvement de Philippe Bilger. Mais je laisse faire Olivier. Allez, qui a dit ? Il faut arrêter cette hypocrisie qui consiste à faire passer la police comme étant une force oppressive de la liberté d'expression. Darmanin. Non. Ah, pas loin. Non. Dupond-Moretti. Non. Véran. Nunez. Bonne réponse. Il a dit préfet de police. Alors vous avez dit Nunez. Un partout. Allez, un partout. Les amis, il nous reste 30 secondes. Une question. Qui a dit ? La vie de Monsieur Darmanin, c'est une succession de trahisons et d'échecs. Même parti, mais pas Bardella. Marine Le Pen. Non. Tanguy. Bonne réponse de François Pupponi. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National. 7 partout. Qui a dit d'ici là, on va utiliser tout ce qu'on peut. Le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement est toujours à l'ordre du jour. Fort. Non. C'est Mélenchon. C'est une femme. Panot. Bonne réponse de Philippe Bilger. Je me suis gardé pour Panot. C'est Mathilde Panot. Une petite dernière. On a gagné. Non, et à vous, Cécile, une dernière question. Allez, qui a dit la zadisation de l'Assemblée nationale est en train de saper la confiance des Français ? La zadisation. C'est pas la présidente de l'Assemblée. Non, c'est pas Darmanin. Un sénateur Retailleau, je lui ai dit à chaque fois. Non. Allez, le président du groupe des indépendants. Hervé Marseille. Non, il est chauve. Il est chauve. Maluret. Bonne réponse de François Pupponi. Maluret. Et on en est où ? 9 partout. Balle au centre. Eh ben, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, Anthony. C'est l'école des femmes. C'est ça. Merci les amis de m'avoir aidé. Ouais. Allez, il faut aller à la main levée. Je dis que c'est Anthony qui a gagné. Allez. Vous restez avec nous, Anthony. Oui, c'était un très beau match. Et puis c'était calme pour une fois. Je vous félicite. Restez avec nous dans un instant. La suite des vraies voix. On va faire un tour après ce tour de table des vraies voix juste avant. On fera le coup de gueule de Philippe David. Et puis on reviendra sur ce qui
buzz sur les réseaux sociaux. A tout de suite et bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ravi de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe Bilger, François Pupponi, Olivier D'Artigol et vous au 0826 300 300 si vous voulez participer à l'émission et commenter l'actualité avec nous. Vous avez bien raison de le faire. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux dans un instant et puis on va revenir sur la simplification. Et cette question, faut-il simplifier l'usage du référendum? On attend toujours la réponse pour l'instant, toujours pas de réponse. Donc on imagine que ce sera aux alentours de 19h. En tout cas, on va en débattre avec nos éditorialistes du jour en attendant le coup de gueule de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule, Philippe, sur Messi. Oui, Lionel Messi a été sanctionné par le PSG de 2 semaines de suspension et de retenue de salaire pour s'être rendu 2 jours en tournée promotionnelle en Arabie Saoudite sans l'aval de son club et sans même l'avoir prévenu. Alors la sanction fait couler beaucoup d'encre, en particulier en Argentine, où on ne comprend pas que le dieu Messi puisse être sanctionné. Pourtant, un salarié qui fait un abandon de poste doit être sanctionné par son employeur pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Alors on dit que d'autres n'ont pas été sanctionnés comme Neymar, mais je vais dire bravo aux dirigeants du PSG qui, pour la première fois sous l'ère qatari, ont fait passer l'institution avant l'ego des stars. Alors Messi va donc partir. En attendant, j'espère, celui de Neymar, ce qui sort une bonne chose pour le club, mais aussi pour ses voisins qui n'en peuvent plus de la comédie musicale, la fièvre du samedi soir à Bougival. Maintenant, reste à construire une véritable équipe de guerriers autour de Kylian Mbappé. Comme dirait l'expression, il n'y a plus qu'à. Voilà. Il est énervé. En fait, le 2 poids 2 mesures est tout de même choquant, Philippe. C'est-à-dire que Messi, ça lui est arrivé une fois, et une fois à Barcelone, il fait une bêtise. On est impitoyable au PSG alors qu'on a toléré beaucoup d'autres choses à l'égard de joueurs qui ne valaient pas. Et puis, là, je suis mauvaise langue. Je suis toujours un peu gêné lorsque je l'ai connu dans la magistrature ou lorsque des univers donnent des sanctions et que les initiateurs de ces sanctions sont pas vraiment des gens exemplaires. Je pense à Nasser. Voilà. Je pense que si Messi était allé ailleurs qu'en Arabie Saoudite, il n'y aurait pas forcément la même sanction. Parce que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont pas identiques, même s'ils se sont rapprochés. Après, de la part de Messi, c'est peut-être, entre guillemets, je ne sais pas que c'est très intelligent, mais c'est un bras d'honneur qu'il fait. Est-ce que toutes les promesses qui avaient été faites à Messi sur l'environnement sportif de l'équipe du PSG ont été tenues? Moi, je suis catastrophé de voir le niveau de jeu. C'est pathétique. Mais entre nous, ils n'ont pas de banc. Ils n'ont pas de banc, mais ils n'ont même pas de terrain, d'ailleurs, c'est ça le problème. Donc Messi, il se dit aussi... Vous croyez, François, tout de même il y met du sien, lui aussi. Oui, mais il est entouré, sincèrement, c'est catastrophique. C'est comme le macronisme, il n'y a pas de banc. Quand on regarde les autres équipes européennes de haut niveau, ils ont 20 joueurs capables d'être interchangés, ce qui n'est pas le cas au PSG. Donc il y a aussi un problème du président, directeur sportif, qui sont quand même à la manœuvre sur le président depuis quelques années. Il faudrait peut-être qu'il fasse aussi son autocritique. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Et Galtier était même pas au courant. Non, mais c'est il n'a pas prévenu le club. Ce que j'ai compris, c'est qu'il a reporté plusieurs fois. Il a reporté plusieurs fois son déplacement. Donc il savait qu'il devait y aller, mais il se serait opposé. Et je pense que Messi, qui sait que son contrat s'arrête dans 15 jours ou dans un mois, s'en fiche royalement. Et je pense qu'il a même été signé un contrat avec l'Arabie Saoudite pour assurer une carrière dorée. Olivier, j'ai bien aimé dans le billet le petit clin d'œil à l'actualité sociale sur l'abandon de poste. Voilà. Tous ceux qui abandonnent leur poste ne sont pas dans la situation de Messi. Souvent d'ailleurs, il abandonne. Dommage pour leur compte en banque. Oui, bon enfin. Ouais. Ah, ça se finit comme ça? D'accord. Je m'attendais à un argument de dingue. Je fais une réponse très courte à Philippe Bilger. C'est pas parce que pendant des années on n'a pas sanctionné ceux qui faisaient n'importe quoi qu'il faut ne pas sanctionner aujourd'hui. Vous avez raison, Philippe, mais quand je vois que c'est la même équipe, ça me perturbe. Moi, ça me perturbe pas. Excusez-moi. Allez, on ricane avec Olivier D'Artigol, mais ce que vous venez de dire, je crois que c'est la meilleure phrase que vous ayez dite, Olivier D'Artigol. Allez, tout de suite, le top clic avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix, le nom de Bernard Lapasset fait partie des plus utilisés aujourd'hui sur Twitter depuis l'annonce de la disparition de l'ancien patron du rugby français et mondial. La Fédération française de rugby est profondément attristée par le décès de Bernard Lapasset, un dirigeant éminent du sport français des dernières décennies. Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par cette perte. Communiqué publié ce matin sur les réseaux sociaux. Bernard Lapasset avait notamment dirigé la Fédération française de rugby de 91 à 2008. Il s'éteint à l'âge de 75 ans d'une longue maladie. Les hommages pleuvent, à commencer par l'un de ses anciens clubs, Agen, qui tweet « Champion de France avec les U20 du club en 1967, il fut l'un des grands dirigeants du rugby français et mondial. » Hommage politique aussi d'Anne Hidalgo à Elisabeth Borne, qui se dit émue par la disparition de Bernard Lapasset, fervent artisan du succès de la candidature française au JO de 2024. La famille du sport perd l'un de ses ambassadeurs les plus passionnés, écrit la Première ministre. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Le président de la région Sud-PACA, Renaud Muselier, rend lui hommage à un grand artisan de la Coupe du Monde de rugby de 2007. Une Coupe du Monde 2007 dont se souvient également l'INA, qui a fouillé dans ses archives pour l'occasion. L'élan populaire est donné, je crois qu'on participe à la fête dans tous les stades, ils sont pleins, c'est un succès populaire très fort. Il y a en même temps des événements très très importants dans les stades et autour des stades. Il y a véritablement une ferveur qui est en train de se développer. Le ministère du Tourisme disait l'autre jour, c'est une deuxième saison touristique qui s'ouvre pour la France et on sait que ça représente beaucoup pour l'économie française. Donc on a le sentiment que cette compétition, elle tombe bien, à la fois sur la réconciliation des Français autour de l'image du sport. On a malheureusement vécu avec difficulté l'échec de Paris 2012 et aujourd'hui remporter cette victoire sur une France qui gagne, une France qui s'est organisée, une France qui se mobilise pour donner un bel éclat de la France sportive. C'est une très belle image pour le sport français. La Ligue nationale de rugby invite le monde du ballon ovale à observer une minute d'applaudissements sur tous les terrains ce week-end pour la 24e journée de Top 14 et la 30e de Pro D2. J'ai un magnifique souvenir avec lui. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre en hommage à un ami à moi, François Moncla, l'ancien capitaine héroïque du 15 de France, qui a eu 2 fois le Brennus avec le Racing et avec la section paloise, la section 64. Et qui avait gagné, je crois, avec contre l'Afrique du Sud en 58. Tournée en 58. Alors tout le monde était sur les footeux avec Copa, mais eux, ils font une tournée héroïque. Vous le connaissiez bien? Oui, c'était un ami, François Moncla, c'était un palois. Et pour la sortie du livre, j'ai dit à François, mais tu aimerais qui est qui? Et il m'avait dit Marie-Georges Buffet et Bernard Lapasset. On avait passé une journée à la fête de l'UMA, lieu où on a sorti le bouquin, parce que François Moncla avait un engagement politique et social assez fort. Et Lapasset s'était rendu disponible pour son vieux copain Moncla, et on avait passé une journée où ils se sont échangés des souvenirs rubistiques et autres. Et j'avais pu voir l'épaisseur humaine, vraiment, et l'attention... j'ai envie de dire la gentillesse, la disponibilité au nom de l'amitié. Quand on vit ces moments-là, et François Moncla avait été très très ému de ce geste-là. Et ce Bernard n'a jamais eu de casserole à ma connaissance. Ah non, c'était un directeur des douanes. Il était exemplaire. C'était un fonctionnaire directeur des douanes, un haut fonctionnaire de très haut niveau. Belle autorité, belle présence. Oui, puis en effet, comme par les temps qu'on a connus après. Et qui est arrivé à la tête du rugby mondial, faut-il le rappeler quand même. Et qui a fait du rugby à 7 un sport olympique. Oui. Merci beaucoup Félix Mathieu, merci beaucoup messieurs pour cet hommage rendu. Dans un instant, on va pas prendre la direction du Conseil constitutionnel puisqu'il continue de bosser, visiblement, sur cette Pourtant, il savait, référendum. Ma chère Cécile, oui. Il y avait les vraies voix. Oui, mais ils le savaient. Est-ce que ça veut dire qu'il y a discussion? C'est comme un délibéré. Ouais. Alors peut-être qu'ils vont quand ça dure, c'est pas mal. Le temps de la pub et qu'ils vont se dire, les vraies voix sont dans la pub. En ce moment-là, on va rendre le truc. Je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, cette question, faut-il simplifier l'usage du référendum? Pour l'instant, c'est un grand oui pour vous à 95%. On revient dans un instant. À tout de suite. Ami, il est déjà 18h18. C'est fou, ça passe vite le temps avec vous quand même. Autant avec Philippe David, quand je suis toute seule avec lui, c'est très long. Autant long. Avec vous, ça passe vite. C'est fou, hein, c'est fou ce truc. Elle a raison, c'est la Saint-Philippe aujourd'hui. Voilà, c'est tous les jours la Saint-Philippe, en tout cas. Aujourd'hui pour de vrai. Avec notre Philippe David, on est ravis de vous retrouver. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous et Anthony, notre vraie voix auditeur, est avec nous. Et donc vous pouvez participer 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Mais on est chez les fous là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sol.
Et le Conseil constitutionnel, on a un réalisateur qui est pas le bon habituellement. C'est pas grave, c'est Bastien, tout va bien. Allez, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites, inscrit dans la Constitution depuis 2008. Ça, ce dispositif complexe, effectivement. Oui, c'est 18h30, ça, il est 18h19. Ah donc oui, c'est le tour de table de l'actualité. Un peu en avance. Ah donc c'est pas la faute de notre réalisateur, Non, c'est de la mienne. D'accord. Mais on est chez les fous là. J'ai une intelligence c'est très moyenne. Ah bon? La table, il y a plus Olivier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. De l'actualité. Bastien, ce sera quand même votre faute. Voilà, c'est comme ça. Voilà, le tour de table de l'actu des vraies voix. On a des zadistes à la en régie. Il y a des gens qui ont pris. C'est des zadistes derrière. J'ai le cerveau qui a pris feu. Il y a des gens qui m'ont pris en otage. Mon cerveau, en tout cas, ce qu'il en restait. Philippe Bilger, par exemple. Philippe Bilger voulait réagir. Pour l'expression, il n'y a pas que les mots, mais aussi le visage. Oui, je pense à... je l'ai vu hier soir, l'expression du député LFI Léaumont, qui, posant une question à Gérald Darmanin, m'a fait peur. Alors, il y a l'outrance du verbe, mais ça, après tout, on a le droit. À partir du moment où on n'insulte pas. Mais l'expression du visage était incroyablement dérangeante, une haine sur cette phase de député LFI, comme si véritablement Gérald Darmanin était un ennemi fondamental pour lui. Et j'ai pensé au fait que on oublie trop souvent dans les discussions, les dialogues, même apparemment les plus courtois, le fait qu'il ne suffit pas d'une modération du verbe, mais qu'il faut faire attention de ne pas exprimer par son visage la réprobation que l'autre vous inspire. J'aimerais avoir l'attitude marmoréenne de mon ami Olivier d'Artigol, qui jamais ne montre à quel point il peut être en désaccord ou en adhésion, et ça reste toujours limité au verbe. Et ça, c'est remarquable. Je pense à Demorand, il y a des années, qui passait très mal à la télévision parce qu'on voyait, sinon par les mots, en tout cas par l'attitude, qu'il n'aimait pas certaines personnes qui l'interviewaient. C'est ce qu'on appelle poker face. Oui. Ouais. Tu sais, cher Philippe, tu m'aurais connu dans d'autres années, celle d'un engagement politique à l'échelle ou locale ou nationale. Je pense que j'ai dû avoir ce visage sur certains moments, sur certaines séquences, et que j'ai par expérience appris que ça ne menait à rien et qu'il fallait plutôt soigner la vigueur de l'argumentaire. Mais je peux comprendre que l'Assemblée que François a connue soit vraiment un chaudron et que les passions s'y expriment. Je préfère d'ailleurs qu'elles s'expriment dans l'Assemblée. Ouais. Qui est le moyen de ne pas être en guerre civile, qui est le moyen de gérer la conflictualité nécessaire parfois d'un débat politique. Je n'ai pas vu, pour tout te dire, sur ce moment-là que je vois bien, une déformation spectaculaire du visage. J'ai plutôt vu une parole passionnée, à défaut d'être passionnante. Là-dessus, peut-être de mon avis sur autre chose, ce que me disent mes collègues qui sont restés députés, on a connu des périodes de tension à l'Assemblée, mais après on allait boire un verre, on discutait, il y avait toujours quelqu'un qui faisait baisser la tension, parce qu'on était là pour représenter le peuple. On pouvait s'affronter, mais on était aussi pour valoriser l'institution et ne pas la mettre en péril. Ce que me disent mes collègues, c'est que aujourd'hui, avec la France insoumise, il n'y a plus de contact. Il y a une scission. Il y a une scission. Il y a vraiment même avec la France insoumise lors du précédent mandat. Bon, on se retrouvait à buvette, on discutait, voilà, on arrivait à avoir un dialogue, ce qui n'est visiblement plus le cas aujourd'hui. Pas tous, regarde Coquerel. Oui, mais avec les anciens. Coquerel, même Corbière. Oui, bien sûr. Ce que me disent mes collègues, c'est qu'avec les nouveaux, il y a une espèce de réaction un peu sectaire. Il y a le gourou qui a parlé. Qui reste très militant. Très militant, et on ne parle pas d'autre. Alors, moi, justement, ma réaction, c'est par rapport à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, dont je ne me suis pas encore remis. Qu'un responsable politique comme lui parle de la mauvaise République, en contrepartie de la bonne République, la sienne.
Or, la mauvaise République qui le stigmatise, c'est celle qui représente nos institutions, qui ont été validées par le peuple français plus d'une fois. On a voulu cette constitution. Et dire que c'est une mauvaise République, c'est dire aux gens, on peut la balayer. Parce que... En même temps, François, la bonne, c'est celle qu'il a toujours voulu. Oui, d'accord, mais quand on fait de la politique, dire, voilà, il y a la mauvaise, celle qui représente l'institution, et la bonne, c'est la mienne, qui n'a aucune légitimité. Et c'est celle-là qu'il faut défendre. Enfin, je pense que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. On est à la limite de la sédition. D'autres ont eu des mots plus vigoureux encore concernant la 5e, parlant d'un coup d'État permanent. On ne peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon d'être dans une cohérence politique, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'il théorise la nécessité d'une 6e République. On peut partager ou pas ce sujet politique. Moi, je pense réellement que la 5e est arrivée dans une situation très préoccupante. Que nous avons, on va en parler avec le référendum, que nous avons véritablement sur la démocratie parlementaire, la démocratie sociale, la démocratie citoyenne, un système politique qui ne respire plus assez et qui est arrivé au bout d'un processus dont tous les dirigeants politiques. Je fais écho aux récentes paroles de François Bayrou, par exemple, qui a une expérience politique, mais on peut le dire comme ça. Et qui dit il y a quelque chose à imaginer, il y a quelque chose à transformer, parce que là on va au mur. Mais on peut le dire comme ça. Critiquer une République, mais critiquer la République. Dire la 5e est arrivée à son terme, oui. Mais critiquer la République. Qui lui a donné l'occasion de s'exprimer, en plus, depuis tant d'années. Absolument. Et le dire. C'est important de le dire. Au début d'une manifestation, quand on sait qu'il y a 2000 Black Blocs qui n'attendent que ça pour y aller, là, ça prend notre aspect. Le tour de table rapide d'Olivier d'Artigol. C'est très rapide, on attend la décision donc du Conseil constitutionnel vers les 19h. La question que je me pose, est-ce qu'il sera possible, et ça fait directement écho à la fin de notre discussion, d'organiser un référendum dans notre pays. Il y a eu 2005, vous en avez parlé tout à l'heure, avec un résultat qui n'a pas été pris en considération, puisque avec une plaie ouverte, le traité de Lisbonne derrière a passé par pertes et profits la décision souveraine. Il y a eu avec les Gilets jaunes, l'irruption dans le débat public de ce référendum d'initiative citoyenne. Il y a eu un RIP sur l'avenir d'ADP, mais où le nombre de signataires n'avait pas été suffisant, oui, mais qui a entraîné le retrait de la réforme. Un peu plus d'un million, mais qui a entraîné en effet le retrait de la réforme. Et là, je sens bien qu'il y aura besoin, Emmanuel Macron a évoqué au début de son second mandat la nécessité d'une respiration démocratique à mi-temps, au milieu du quinquennat, on le ressent tous. Si la décision du Conseil constitutionnel ne valide pas, j'ai l'impression que c'est l'arrêt de mort du référendum d'initiative partagée, les conditions pour véritablement atteindre apparaissent hors portée de main, donc c'est la question que je pose. On va en parler dans quelques instants, cette fois-ci dans le vrai coup du projecteur des vraies voix. Restez avec nous, on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous et vous au 0826 300 300. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on attend toujours la décision du Conseil constitutionnel pour rendre cette décision du deuxième référendum d'initiative partagée pour la réforme des retraites, inscrit dans la Constitution depuis 2008. Ce dispositif complexe et contraint, forcément, n'a toujours pas abouti, Philippe. Non, Cécile. Et puis, au départ, la 5e République s'était basée sur le référendum, on s'en souvient. Et puis, le référendum, c'est devenu un peu comme Capri, c'est fini, puisque le dernier date du 29 mai 2005 et qu'on n'a même pas tenu compte de son résultat. Alors est-ce que vous êtes pour qu'on facilite le référendum, comme nos voisins suisses font avec ce qu'ils appellent les votations, ou est-ce que pour vous, eh bien, il faut verrouiller la vie des Français en ne donnant pas de référendum? Dans tous les cas de figure, le seul numéro qu'il faut appeler, le 0826 300 300. Et faut-il simplifier l'usage du référendum? Pour l'instant, vous nous dites un grand oui à 95%. Ça, c'est une majorité. Et pour en parler, Bertrand Pancher est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, député de la Meuse et président du groupe Lyotte, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Pour en parler, juste avant de revenir vers vous, forcément, Philippe Bilger, un petit mot sur cette attente qui tarde et qui tarde.
Oui, mais alors, ça me rappelle certains délibérés des cours d'assises, quand ça traîne, l'avocat général a peur, parce qu'il n'a pas été convaincant. Là, j'ose dire que c'est peut-être l'inverse. J'espère que peut-être le Conseil constitutionnel ira dans le sens souhaité par certains. Mais Cécile et Philippe, si vous le permettez, le référendum, naturellement, je suis très favorable à sa mise en œuvre la plus simple possible. Mais en même temps, j'ai conscience, par exemple, lorsqu'Éric Zemmour se voyait opposer des arguments qui montraient que son projet radical n'était peut-être pas praticable, il disait « mais je ferai passer ça par référendum ». Et mon interrogation, c'est de savoir si on peut souhaiter la mise en œuvre du référendum avec peut-être l'honneur gaulliste au bout, ou bien si forcément cela signifie qu'on veut battre en brèche les droits du Parlement. C'est un peu cette interrogation qui me tenaille. Et on répondra tout à l'heure. Juste rapidement, le recours au référendum, il est simple dans la Constitution. À partir de l'article 11, le président de la République peut soumettre un texte de loi au référendum. Le problème, c'est que plus aucun président, depuis un certain an, n'ose le faire. Bon. Donc, ce qui pose difficulté, c'est le référendum d'initiative populaire. On peut l'appeler RIC, RIP, comme on veut. Et c'est celui-là qui est extrêmement compliqué. On le verra. On aura une deuxième décision en quelques jours du Constitutionnel. C'est celui-là qui est très compliqué. Même lorsque le Conseil accepte le texte présenté, il faut récupérer 4,8 millions de voix. Le nombre d'inscrits, de signatures, voilà. dans un nombre de parlementaires. Et tout. Donc c'est peut-être celui-là qu'il faut simplifier. Le problème, c'est que si on le simplifie trop, on risque d'être tout le temps en train de voter et de remettre en cause quelque part l'élection présidentielle et législative, puisque le peuple pourrait décider directement. Bon, il y a peut-être un juste milieu aussi. Olivier D'Artigol. Je suis d'accord avec François sur ce qu'il vient de dire, mais il va bien falloir trouver dans la situation actuelle, une situation cocotte-minute, des perspectives politiques. Alors, on voit bien que ça ne peut pas être aujourd'hui pour le pouvoir la dissolution, pour des raisons que je ne développe pas. On voit que l'Assemblée nationale n'a pas pu voter. Alors que moi, je pensais que la majorité relative devait aller prendre son risque. Parce qu'on voit très bien que le durcissement du mouvement populaire, il est post-49-3. Il y a en effet ce référendum, j'entends les préoccupations de Philippe, elles sont réelles. Mais donc, quand on coche toutes les cases et qu'on se dit, bon ben non, 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 il y a aussi dans le pays un très grand nombre de personnes qui commencent à se dire, mais alors comment, j'ai souvenir d'un livre, François Mickey-Marty, je pousse un cri, mais personne ne le prend en considération. Comment cette cocotte minute peut, dans la vie démocratique et politique actuelle, s'exprimer et être pris en considération? Bertrand Pancher, pour faire la synthèse, on va utiliser un terme cher à notre ami François Pupponi, puisqu'au PS, il en a souvent entendu parler. C'est des nuits. Déjà de savoir si Roger Carucci avait dit qu'il fallait simplifier, qu'il fallait réduire le nombre d'inscrits de moitié, réduire le nombre de parlementaires de moitié. Est-ce que c'est la bonne solution? Bon, d'abord, je suis croyant, je crois au miracle, mais franchement, je suis pas sûr du miracle, même pas du tout sûr du miracle. Sur la décision finale. Tout à l'heure, tout simplement parce que le Conseil constitutionnel est composé pour partie d'anciens responsables politiques. Le Conseil constitutionnel lit la Constitution, mais le Conseil constitutionnel fait de la politique. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi pour modifier la composition du Conseil constitutionnel. On s'honorerait dans notre pays d'avoir une vraie Cour constitutionnelle. Et ensuite, j'ai déposé d'ailleurs une deuxième proposition de loi. Bien dans le micro, J'ai déposé d'ailleurs une deuxième proposition de loi pour abaisser le seuil du référendum et faire en sorte que le référendum soit systématique quand les Françaises et les Français demandent, à tel point d'ailleurs qu'on commence à m'appeler Monsieur Référendum ici à l'Assemblée nationale. J'ai demandé un référendum. Le président de la République et François Pupponi, que j'ai beaucoup plaisir à retrouver aujourd'hui. Moi de même, Monsieur le Président. J'ai un point qui parle, le président. François l'a dit excellemment. Le président de la République peut utiliser l'article 11 de la Constitution. D'ailleurs, quand il y a une grave crise, notre Constitution le permet, soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit le référendum. Il ne le fait pas. Eh bien, nous donnons une
possibilité au Parlement de se réexprimer, et il le fera le 8 juin prochain à travers notre proposition de loi. Et si cette proposition de loi est votée, ça sera un séisme politique, puisque les parlementaires, et j'en suis certain, vont dire non au projet de loi de réforme de la retraite. Mais est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, quand je vous disais de réduire, c'est-à-dire qu'il faudra d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, simplifier tout ça, parce que c'est trop long, trop lourd, trop compliqué, ça coûte cher. Mais comment évidemment, d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, enfin, c'est pas la première fois qu'il tient un engagement et qu'on a du mal à voir comment ça va se matérialiser, a dit qu'il fallait baisser le seuil à 1 million de signatures, et puis il faut faire en sorte que le référendum soit direct. Vous savez, les Suisses votent souvent, et les Suisses votent souvent très bien, parce que c'est quand on discute avec les gens, quand on échange, et quand on donne la parole à nos concitoyens, on crée de l'intelligence collective. Et ce système de concentration des pouvoirs aux mains d'une même personne fait en sorte que on arrive à des dysfonctionnements généralisés. Notre démocratie est vraiment en danger. C'est notre bien le plus important. Et il faut faire en sorte de la préserver. Vous voulez des référendums nationaux, vous voulez des référendums locaux, comme en Suisse, il y en a pour les cantons, il y en a pour tout le pays. Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. François Pupponi, est-ce que ce serait une main tendue d'Emmanuel Macron de dire ok, on fait un référendum où c'est politiquement intéressant pour lui voilà. Moi je pense que le président de la République n'a pas d'autre choix à un moment que de redonner la parole au peuple, soit par une dissolution, soit par référendum. Il est dans une situation politique difficilement tenable. La première ministre qui dit la semaine dernière... Mais vous feriez quoi par exemple? Non mais je ferais... Ou alors, oui, ça peut être... Alors, par exemple, je prends un exemple, le texte sur l'immigration. Ok. Pourquoi pas? Puisqu'il dit lui-même, je n'ai pas de majorité. Enfin, le Premier ministre dit, je n'ai pas de majorité. Donc, que demandons au peuple ce qu'il veut le faire. Voilà. La loi anti-cassure. Il y a plusieurs sujets qui peuvent sortir. Ou le président de la République. Voilà. Après, attention. Il y a référendum, et rappelez-vous le général de Gaulle, quand le peuple désavoue, il s'en va. Oui, c'est ça. Donc, mais aujourd'hui, on a peur en France de référendum. Quand Chirac est désavoué, il ne s'en va pas. Aujourd'hui, un référendum, ça n'engage pas du tout. Le président de la République n'a pas d'autre choix que de redonner la parole au peuple sur un certain nombre de... Surtout, si effectivement, et Bertrand Borchet a raison de le dire, imaginez le 8 juin, moi je pense que le 8 juin, sauf si il y a les problèmes de l'article 40, mais partons du principe que le texte Lyotte soit présenté à l'Assemblée, il y a 99% de chances qu'il soit voté. Donc on est dans une situation où une loi qui vient d'être votée est désavouée par une nouvelle loi, qui doit passer au Sénat. Et donc on est dans une situation institutionnelle de blocage où le président doit reprendre l'initiative. Il n'a pas d'autre choix. Juste avant de donner l'avis de nos auditeurs, Philippe Bilger, pardon. Monsieur le Président, attention, Olivier a évoqué cette possibilité qui avait déjà été elle-même mentionnée par le Président, de la nécessité d'une respiration démocratique à mi-mandat. Est-ce que si elle était mise en œuvre et si le Président d'une certaine manière était battu, est-ce que ça ne créerait pas une instabilité regrettable? Écoutez, les instabilités, l'instabilité, elle est mise en place actuellement par ce système énormément centralisé, quoi. Moi, je crois vraiment en l'intelligence collective. Pourquoi les collectivités locales, quand on est un élu, les maires, on vote beaucoup pour les maires, parce que les maires font de la concertation permanente. Moi, je préside un think tank qui s'appelle Décider Ensemble. C'est énorme, la démocratie participative sur le plan local. Il faut décider, il faut vraiment décider ensemble pour notre pays. Et il n'y a pas de raison que tout soit concentré aux mains du président de la République. Je suis favorable à une réforme complète des institutions, peut-être l'inversement du calendrier présidentiel, qu'on vote pour les élections législatives avant les élections présidentielles, qu'on mette de la proportionnelle. Enfin, vraiment, il y a tout. Rappelez-vous les deux décisions quand même mortifères pour notre système, pour notre constitution. Le quinquennat. Et l'inversion par Lionel Jospin en mettant la présidentielle avant. Et depuis, en fait, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus vraiment. Le sujet fait beaucoup réagir. Tout d'abord, notre auditeur du soir, Anthony de Plaisir. Anthony, vous voulez réagir. Vous êtes pour des référendums, vous ? Alors oui, je suis pour les référendums, bien que je ne pense que d'une manière ou d'une autre, ils seront floués, mais surtout au-delà de ça, moi je pense qu'ils nous ont volé notre liberté de parler et d'expression, puisque même ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel, peut-être les lois qui vont être retoquées, etc., ça reste du théâtre en fait. On est spectateur d'un spectacle qu'on ne veut pas voir. Plus personne n'acquiesce ce gouvernement, ils nous mentent tous, ils nous volent, ils sont en train de vendre la France à la découpe, et nous il faut qu'on assiste, qu'on regarde, qu'on attende un infime espoir du Conseil constitutionnel
constitutionnel qui nous laisse une chance peut-être mais c'est pas comme ça normalement. Le peuple il est souverain et de la souveraineté on n'en a plus. C'est l'Europe qui nous gouverne, c'est Madame von der Leyen qui dépense les euros collectés en France par le travail des Français et qui les distribue à gauche à droite. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est vraiment un pays fantôme. On a un gouvernement fantôme et on ne décide de rien. On est à la solde de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Ils sont en train de nous vendre. Anthony, tout simplement. On va faire réagir Bertrand Pancher et les vrais voix. Il y a une plaie béante en France depuis 2008. Le traité de Lisbonne et le piétinement du vote des Français le 29 mai 2005. Quand on entend Anthony, c'est patent, et on a souvent des auditeurs qui disent la même chose. Oui, mais vous êtes d'accord qu'il y a une plaie? Je suis d'accord, il n'y a pas qu'une seule plaie, quoi. On n'écoute jamais, comme on n'écoute jamais les Français, et quand on les écoute, on fait semblant de les écouter, tout ça, ça sert à rien. Regardez la crise des Gilets jaunes. Si on n'avait pas eu l'armée, la police, la gendarmerie, on aurait eu une révolution comme dans les pays du Maghreb. Chez nous, on a lancé une concertation, un grand débat. Le grand débat, c'était un grand blabla. C'est-à-dire qu'on a posé la question à tout le monde. Tout ça, ça s'est traduit par une bouillie. Ça n'a servi à rien du tout. Comment voulez-vous que nos concitoyens ça remplit les étagères dans les préfectures. Oui, voilà. Un monologue brillant. Voilà. J'étais allé voir le président Macron. J'ai été reçu par le président Macron. Je lui ai dit, écoutez, président, faites une vraie concertation structurée. Faites remonter les propositions. Faites-les analyser par les représentants de la société civile, les parlementaires. On va tenir compte de ces préoccupations, ces demandes. Il y avait notamment le référendum. Il y avait des demandes de bon sens. On a retenu quoi ? Donc c'est quand même, on pousse les gens à se mettre dans la rue, on pousse à la violence dans notre pays, et on veut que notre démocratie, bien le plus fort, soit détruite. Pour compléter, je vais prendre un exemple. Le groupe Lyot, il y a beaucoup d'ultramarins, de Corses, de gens des régions qui essayent de faire part de leurs différences. Bon. Et la Constitution française permet à la collectivité de Corse, par exemple, mais aux conseils régionaux, Guyane, Martinique ou autres, de faire des propositions de loi adaptées au territoire. C'est prévu par la Constitution. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de proposer à l'État des lois. Le problème, c'est qu'il y a une cinquantaine de propositions qui ont été faites depuis des années. Jamais il y a eu une réponse. Et pourquoi ? Parce que l'État ne répond pas. Et pourquoi il répond pas ? Parce qu'on n'a pas mis dans la Constitution un délai pour répondre, voilà. Et donc l'État. Alors ça vient des territoires, c'est prévu par la Constitution, et l'État dit moi je n'ai rien à faire, je réponds pas. La démocratie, le pays, la démocratie la plus centralisée dans le monde, c'est la France. Déjà, on décentralise rien, les collectivités ont pas de pouvoir. Enfin, il y a un émiettement, donc on ne sait pas qui est responsable. Deuxièmement, on donne jamais la parole au peuple. Troisièmement, le Parlement, on est face à un pouvoir exécutif qui est tout sauf exécutif, qui passe son temps à décider en permanence. C'est l'opportunité de changer. Bertrand Pancher, vous êtes monsieur référendum. Dans votre parti, il y a monsieur motion de censure. Charles Amédée. Charles de Courson. Je vais vous lire une phrase qu'a dite Mathilde Panot, d'où là, on va utiliser tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui. Le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement est toujours à l'ordre du jour. Est-ce que ça veut dire que vous, de votre côté, si toutefois c'était non, vous pourriez adhérer à ce que dit Mathilde Panot ? S'il y avait une obstruction, si le gouvernement et sa majorité relative se ridiculisaient en une obstruction de notre proposition de loi le 8 juin prochain, ça pourrait être à l'ordre du jour. Et là, pour être tout à fait précis, sans trop rentrer dans la tuyauterie parlementaire, il faut savoir qu'il existe aussi une technique d'obstruction gouvernementale qui fait que sur une journée de niche parlementaire, le gouvernement peut s'organiser pour que, au final, le Parlement, l'Assemblée ne puisse pas voter. Ça a déjà été fait une fois sur une proposition sur une niche insoumise concernant la vaccination des soignants, si ma mémoire est bonne. Je rebondis ce que vous dites, Bertrand Pancher. Ça veut dire que Lyot pourrait être à l'initiative d'une nouvelle motion de censure ? Ah oui, mais nous, ça pose. C'est juste. D'ailleurs, je n'ai jamais dit. Parce que beaucoup de gens se sont rangés derrière vous. J'aurais jamais pensé de ma vie de parlementaire déposer une motion de censure et à 9 voix près, peut-être aurions pu. On allait renverser le gouvernement. Ça peut être un bis répétitif. Ce qui se joue le 8 juin est fondamental. Bien sûr. C'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que s'il y a de l'obstruction gouvernementale, on sera dans une situation ubuesque où le gouvernement qui a dénoncé l'obstruction faite par la France Insoumise sera lui-même dans une situation empêchant une nouvelle fois l'Assemblée de voter. Et dans le contexte actuel, avec une manifestation le 6, c'est-à-dire que là, pour le coup, le gouvernement fait le constat que les institutions sont complètement bloquées. Donc vous pouvez me dire aujourd'hui que ça peut fonctionner ?
À 9 voix près la dernière fois. Le 8. Le 8, pour moi, il n'y a pas de débat. Après, attention à une chose, on est très informé, très passionné par tout ça, mais je me mets à la place de personnes qui nous écoutent et qui doivent se dire, mais c'est quoi tout ça? C'est-à-dire, ça nourrit du rejet du système institutionnel. Si, moi, il y a des personnes qui me disent, de toute manière, on n'y croit plus. On n'y croit plus. C'est des cours permanents de droit constitutionnel. Une loi peut défaire une loi. Et en même temps, je peux vous dire que sur le terrain, puisque nous, on y est en permanence, on n'est pas enfermé dans notre château. En permanence, les gens nous disent, waouh, enfin, franchement, qu'est-ce que vous occupez le terrain? Et heureusement que vous parlez êtes du château de Pau, non? C'est un peu le retour du Parlement. Ça va pas aussi loin qu'on aimerait le faire, mais franchement, Bertrand Pancher, il y a une question qu'on se pose depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 ans? Ça peut pas tenir 4 ans. Et cette question, il faudrait la poser à Emmanuel Macron. Si on continue comme ça, on va rien faire pendant 4 ans. Or, il y a des tas de... vraiment, il y a des tas de priorités pour notre pays. Il y a des priorités sociales. La généralisation du plan zéro chômeur, on est à 7% de chômage, on peut pas descendre plus. Qu'est-ce que c'est que cette farce? Des priorités économiques, soutenir nos PME, ces questions de normes, etc. On n'en peut plus. Et des priorités environnementales. Enfin, c'est un truc dingue. On a 7 millions de passoires thermiques en France. On devrait rénover 7 à 800 000 logements par an. On ne le fait pas parce que c'est un bazar. Cette superposition de règles, de normes et d'interventions. Il y a quelques trucs qui sont faits. On a les moyens de réformer notre pays. On ne le fait pas parce qu'on ne sait pas se parler, on ne sait pas discuter ensemble. On a plein de talents. Il suffirait d'un rien, c'est-à-dire qu'on écoute. On n'a pas besoin d'un président avec un grand cerveau. On a besoin d'un président avec des grandes oreilles. J'aime bien que vous me regardiez quand vous dites de grand cerveau. Merci beaucoup. Si j'étais Emmanuel Macron, j'appellerais le président Pancher et je lui dirais, président, la revendication de votre groupe sur la Corse, oui, tout de suite. Sur les DOM, oui, tout de suite. Sur Mayotte, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et on dirait au président Pancher, si on fait tout ça, on travaille ensemble. Oui, parce qu'en plus, le président Pancher n'est pas de nature un homme en colère. Non. Donc c'est ce pouvoir-là qui vous restez avec nous. On revient. Il faut faire attention à l'eau qui dort. Bougez pas, on revient dans quelques instants. Emmanuel Macron, si vous voulez répondre à Monsieur Pancher, 0826 300 300, on vous attend au standard en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On a l'impression sur Sud Radio d'être dans l'hémicycle. Il y a un monde ici, il y a un monde. Il y a Philippe Bilger qui est avec nous, François Pupponi, avec Olivier d'Artigol, Bertrand Pancher, député de la Meuse et président du groupe Lyotte. Et puis au 0826 300 300, un auditeur qui nous appelle, il s'appelle Yann, il nous appelle des Landes. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann. Bienvenue sur Sud Radio. Oui. Bonsoir à toute l'équipe. Bonne fête au Philippe. Oh merci. Ah oui, bonne fête Philippe, bien sûr. Déjà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour revenir sur ce qu'a dit votre auditeur avant, c'est pas un gouvernement fantôme, c'est un gouvernement fantoche qu'on a, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, je vais vous dire, moi je pense très clairement que Macron n'en a strictement rien à faire. Pour dire ça gentiment, il s'en tamponne le coquillard. Il n'est pas candidat à sa propre réélection, il ne pourra pas. Il n'y a aucun leader dans son parti politique qui pourra reprendre le pouvoir derrière lui. Donc globalement, qu'il pratique la politique de la terre brûlée, ça ne le gêne pas. Et je pense que c'est au détriment des Français, à moins qu'il y ait effectivement que les députés prennent leur patin et prennent leur disposition pour qu'on ait une dissolution. Voilà. Sinon, très clairement, Macron peut rester 4 ans comme ça. Il en a strictement rien à faire. Il se moquait des gilets jaunes, il se moque du peuple qui est dans la rue aujourd'hui, et il se moque des députés et de l'Assemblée élue. Quand il met en place des conseils de la résistance et compagnie, là, non, c'est pas le conseil de la résistance. Quand il met des conseils en place, quand il met des conseils en place au détriment des députés, des élus, des gens qui sont élus pour faire la législation, ça pose un problème. On va faire réagir Yann. Lui, il s'en moque. On va faire réagir. Merci Yann. Bertrand Pancher, forcément, la colère. Nous, on ressent quand même la colère des gens quand vous entendez, en tout cas, des auditeurs parler du président comme ça. Bertrand Pancher, c'est quoi? C'est le reflet de ce qui se passe aussi dans l'hémicycle. Et il y a un argument fort, plus de parlement, plus de référendum et juste des commissions citoyennes. Je peux vous assurer que c'est le reflet de ce qu'on entend sur le terrain en permanence. C'est ce que tout
tout le monde, c'est ce que tout le monde dit. C'est la raison pour laquelle on s'engage là dans ce rapport de force. Moi, jamais j'aurais pensé être un moment à l'origine d'une motion de censure, jamais j'aurais pensé aller dans des manifestations, et on va continuer. C'est pour ça qu'il y a le rendez-vous le 8 juin. Après, faut jamais non plus désespérer de la nature humaine, y compris du président Macron, qui à un moment va peut-être comprendre que s'il veut marquer quand même son deuxième mandat par un minimum de réformes, et il est jamais trop tard pour bien faire. Et dans ce cas-là, nous sommes prêts à discuter sur les priorités pour le pays, mais pas arriver comme ça, réforme après réforme, petit bout après petit bout. Allez, Monsieur le Président, je vais tenter une question un peu provocatrice. J'ai bien compris que, à votre avis, on ne pouvait plus bouger, que le président était coincé à cause des empêchements parlementaires. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que précisément à cause de ces difficultés, le pouvoir propose des lois en réalité minimalistes sur lesquelles, regardez ce que propose Dupond-Moretti, à ma grande surprise, je suis à peu près d'accord. Est-ce que ça n'est pas concevable qu'une forme de minimalisme puisse être acceptée par l'ensemble des partis? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Nous, d'ailleurs, on a voté des lois récemment. Il y a des lois qu'on n'a pas votées. Simplement, ce qui m'importe, c'est faire en sorte qu'on puisse voter des lois qui sont vraiment stratégiques pour notre pays. Et je pense qu'on réussira jamais à régler les problèmes de fond si on règle pas les problèmes de forme. C'est-à-dire s'il n'y a pas un choc énorme de décentralisation avec des pouvoirs donnés aux régions, avec des parlements régionaux. Il faut redonner le pouvoir aux collectivités avec des possibilités que les collectivités agissent sur les normes, qu'on ne pourra jamais régler les problèmes de fond si on ne donne pas la parole à nos concitoyens, et qu'on ne pourra jamais régler les problèmes de fond si on ne fait pas en sorte de tenir compte du Parlement. Réglons déjà ça, et puis nous avons quelques priorités sociales, économiques et environnementales. Travaillons pour les vraies priorités pour le pays. Et surtout, n'arrivons pas petite réforme après petite réforme, parce qu'on va gâcher les 4 ans qui viennent. Et ce sera franchement, le mot de la fin. Tu proposes une vraie loi sur la décentralisation. Ce sera le mot de la fin, les amis. On se retrouve forcément le 8 juin. Rendez-vous, j'ai envie de dire, le 8 juin. Merci beaucoup Bertrand Pancher d'avoir été avec nous, député de la Meuse et président du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Olivier D'Artigol. Merci François Pupponi. Et dans un instant, on va vous parler on parlerait de souveraineté nationale. Ce sont que des entreprises 100% françaises. Et on adore ça. Ce sont les vraies voix responsables dans quelques instants. À tout de suite.